Bonjour et bienvenue dans ce podcast de l'UNSA Fonction Publique avec Luc Faré, son secrétaire général. Nous allons bien sûr évoquer aujourd'hui l'actualité du budget 2026. Luc va répondre à vos questions. Je vous rappelle le principe, vous déposez ces questions sur le site internet de l'UNSA Fonction Publique, soit en message vocal, soit par texte. Et Luc Faré y répond dans les podcasts chaque mois. Bonjour Luc. Bonjour Eric. Le 11 décembre 2025, l'Assemblée nationale a adopté définitivement la proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents territoriaux. Pouvez-vous nous en dire plus ? C'est tout un processus pour une loi historique dans lequel l'UNSA Territoriaux a joué un rôle majeur. Après plus de 2 ans de négociations et de travail collectif entre l'ensemble des employeurs territoriaux et toutes les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, cette proposition de loi transposant l'accord national collectif du 11 juillet 2023 a été adoptée pour le versant territorial. C'est une avancée majeure portée par un dialogue social exemplaire avec l'implication de l'UNSA Territoriaux qui ouvre la voie à une protection renforcée et à de nouvelles perspectives d'amélioration pour les conditions de travail et la santé au travail des agents territoriaux. Faute d'initiative gouvernementale, les représentants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ont porté une proposition de loi. L'UNSA Territoriaux s'est fortement impliqué avec la corédaction du texte, des auditions par les commissions parlementaires, avec des participations à différentes tables rondes, dont au Salon des maires de France, et aussi en étant présent lors du vote historique à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une procédure de législation en commission. Cette mobilisation illustre pour nous la force du dialogue social et la capacité des partenaires sociaux à construire ensemble des accords, puis à les concrétiser malgré les embûches. La loi fixe des règles claires pour renforcer la protection de près de 2 millions d'agents territoriaux en matière de prévoyance. Il s'agit d'un contrat collectif à adhésion obligatoire avec des garanties minimales pour la couverture des risques d'incapacité et d'invalidité avec un maintien à minima à 90% de la rémunération et avec une rente en cas d'invalidité permanente. L'employeur va participer avec un minimum de 50% de la cotisation due par l'agent. Enfin, la date d'entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2029 avec une sécurisation juridique pour anticiper les accords locaux. Cette loi crée un nouveau droit social pour tous les agents territoriaux. Merci de ces informations. Le projet de loi de financement a été voté donc mardi 9 décembre. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Le budget de la sécurité sociale n'est pas encore adopté. Il le sera définitivement après un retour au Sénat et un dernier vote devant l'Assemblée nationale, je crois, le 16 décembre. Mais oui, c'est une bonne nouvelle, car il vaut mieux un budget que rien. Pour l'heure, c'est un budget de la sécurité sociale fondé sur des compromis. Il se traduit par plusieurs choix importants. Premièrement, il permet d'acter le gel de la réforme des retraites avec un âge légal fixé à 62 ans et 9 mois et 170 trimestres pour ne pas avoir de décote. Deuxièmement, les femmes fonctionnaires ayant eu un enfant après 2004 bénéficieront d'un trimestre de plus en durée de cotisation. Pour elles, cela représente une hausse de 0,44% par enfant de leur pension, et si elles ont une carrière complète. Troisièmement, il n'y aura pas de gel des prestations sociales. Quatrièmement, il n'y aura pas de gel des pensions de retraite. Cinquièmement, il n'y aura pas de doublement ou d'élargissement des franchises médicales, ni de participation forfaitaire. Sixièmement, si je peux me permettre de continuer cette énumération, l'ONDAM hospitalier, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, va augmenter de 3% au lieu de 1,6% initialement prévu. Je note que malgré ce quasi-doublement, la hausse demeure insuffisante pour répondre aux besoins et pour assurer un financement suffisant des hôpitaux et des établissements médico-sociaux. Une partie du chemin seulement a été trouvée. Mais enfin, aussi, certaines mesures, entre autres sur la politique familiale, sont régressives, comme la fin de la majoration à 14 ans des allocations familiales reportées à 18 ans. Du côté des employeurs et des entreprises, avec l'UNSA, nous avons noté la taxation des entreprises qui n'auraient pas négocié ou mis en place un plan d'emploi des seniors et la baisse des exonérations de cotisations sociales pour les branches dont les minima conventionnels se situent en deçà du SMIC. Au-delà de ces ajustements, le déficit de la sécurité sociale atteindra près de 20 milliards d'euros en 2026. Pour aller plus loin, il faudrait toucher aux recettes. Luc, pouvons-nous faire un point sur le budget, justement, ce budget 2026 ? En fait, la question est,
Aurons-nous un budget avant la fin de l'année ou devrons-nous passer par une loi spéciale de reconduction du budget 2025 ou encore par une série d'ordonnances? Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal. Mais je le rappelle, pour la fonction publique et ses agents, un budget est nécessaire. Pour l'heure, le texte est en discussion au Sénat et celui-ci, avec une majorité Les Républicains, a voté des mesures inquiétantes pour les agents publics. Retour aux 3 jours de carence, mesure que nous avions combattue l'an dernier en décembre 2024. Suppression d'un poste de fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, montrant ainsi l'ignorance des sénateurs sur l'importance du nombre d'agents pour remplir les missions. Que se passerait-il si on continuait à supprimer des postes d'infirmières, ou d'enseignants, ou d'AESH pour accompagner les élèves handicapés, pour ne prendre que 3 exemples? Ce type d'amendement est irresponsable. Je profite de la question sur le budget pour rappeler que la fonction publique est indispensable à notre économie. Les sénateurs auraient davantage mérité leur surnom de représentants de la sagesse et des collectivités en proposant de revaloriser la valeur du point d'indice des agents publics. Luc, autre sujet. L'UNSA a-t-elle participé à la conférence sociale Travail-Emploi-Retraite? Oui, l'UNSA et l'UNSA Fonction publique ont pu assister au débat ouvert vendredi 5 décembre. Pour la première fois depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron, cette réunion de tous les partenaires sociaux inclut tous les acteurs de la fonction publique, les employeurs comme les représentants des 5,8 millions d'agents. Toute l'UNSA avait porté cette demande. En effet, comment continuer à évoquer et traiter des sujets comme le travail, l'emploi et la retraite en oubliant 1/5 de la population active de notre pays, puis imposer à tous des décisions impactantes? Pourquoi cette participation est importante? Une conférence sociale, c'est un moment d'échange pour réfléchir, partager et confronter des idées. Elle permet aux partenaires sociaux d'interagir et au gouvernement de s'appuyer sur des éléments qui pourraient faire consensus. Dans notre pays, les conférences sociales sont un des éléments du dialogue social. Cette conférence sociale 2025 marque donc une avancée. Tous les partenaires sociaux représentatifs du secteur privé et du secteur public étaient présents. Tous? Non. Seul le MEDEF a refusé de participer. Pour nous, le travail et l'emploi ont des impacts directs sur la retraite et sur le financement des régimes de retraite. Le plein emploi se conçoit avec toute la population active, les jeunes comme les seniors. Travailler tout en restant en bonne santé est primordial. Ainsi, sur les questions du travail, l'UNSA a pu porter la question de la prévention sous toutes ses formes comme étant un chantier indispensable et sur lequel notre pays est souvent en retard par rapport à d'autres. Être en bonne santé, sans accident du travail, tout au long de sa carrière est un enjeu pour tous les secteurs. La question de la formation, de la santé au travail, des conditions de travail, de la mobilité, de la rémunération, du financement des régimes de retraite par répartition ou par capitalisation, avec des cotisations salariales pour le financement des régimes sociaux ont été évoquées. Et les idées vont évoluer et circuler. L'un des sujets que vous avez cités est la capitalisation au niveau des retraites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et quelle est la position de l'UNSA? L'UNSA est attachée au système par répartition. C'est un système fondé sur les cotisations des actifs et il garantit une sécurisation des pensions. Un régime de retraite par capitalisation n'est pas de même nature. Il ne peut pas être redistributif et ne permet pas de la solidarité, car chacun cotise alors individuellement et touchera en fonction de la somme qu'il aura versée. Un peu comme une épargne dont l'évolution est tributaire des montées ou des baisses des taux d'intérêt ou des cours de la bourse. Ce type de système ne peut être qu'un complément à une pension. Par exemple, dans la fonction publique, les fonctionnaires sont obligés de cotiser au RAFP, régime additionnel de la fonction publique, sur une partie de leur prime. C'est le seul régime par capitalisation obligatoire. Actuellement, il faut plus de 20 ans après la retraite pour que le fonctionnaire retrouve les sommes cotisées et versées. Concrètement, que retenez-vous de cette première partie de la conférence? Il était intéressant d'entendre les employeurs territoriaux demander la revalorisation des grilles de rémunération des agents publics, la mise en œuvre du fonds de prévention de l'usure professionnelle et de reconnaître qu'en matière de qualité de vie et de conditions de travail, la fonction publique était en retard sur le secteur privé. Le foisonnement d'idées peut être salutaire dans la morosité actuelle, si des débats arrivent à émerger des propositions utiles pour les Français et pour notre protection sociale. Le dialogue est l'une des clés de notre démocratie et une méthode que porte l'UNSA Fonction publique. Comment devrait se dérouler cette conférence dans la durée?
Alors, si le gouvernement n'est pas renversé par une motion de censure, cette conférence sociale pourrait se poursuivre pendant 6 mois, avec des moments communs à l'ensemble des actifs et des moments spécifiques au secteur privé et au secteur public. L'UNSA et l'UNSA Fonction publique seront très attentives aux conclusions de cette conférence dans l'intérêt des salariés et des agents publics. A priori, les 3 thèmes, travail, emploi et retraite, seront déclinés spécifiquement au niveau fonction publique. Le sujet travail viserait à débattre de la santé, de l'organisation et des conditions de travail, à la lumière de la situation spécifique du secteur public. C'est un des sujets essentiels pour pouvoir agir sur la qualité de vie et des conditions de travail durant toute une carrière. Sur l'emploi, les discussions pourraient porter sur les conditions d'entrée dans la fonction publique, sur les mobilités, et en particulier sur les mobilités entre les différents versants de la fonction publique ou entre le secteur public et le secteur privé. Pour l'UNSA, l'amélioration de l'attractivité de la fonction publique passe aussi par de meilleurs salaires et par une réelle formation continue pour améliorer les parcours des agents. Et sur les retraites, il s'agit pour l'UNSA de garantir le niveau actuel des pensions pour les agents publics et de les améliorer en permettant la prise en compte des primes et des heures supplémentaires dans le calcul de la retraite. Merci Luc, un podcast riche en informations aujourd'hui, avec en plus maintenant les questions des internautes qui nous ont déposé leurs questions soit sur le site de l'UNSA Fonction publique, soit directement. Une question d'Alexandra pour commencer qui utilise son vélo pour se rendre à son lieu de travail. Est-ce qu'il y a une date pour demander à bénéficier du forfait mobilité durable ? Oui, et cette date pour l'année 2025, c'est le 31 décembre. Elle devra déposer sa demande auprès de son employeur public. Attention, si Alexandra exerce dans une collectivité, il faudra vérifier qu'une délibération a été prise par cette collectivité. Il faut qu'elle utilise son vélo au moins 30 jours par an. Elle pourra toucher 100 € pour une utilisation entre 30 et 59 jours, 200 € pour une utilisation entre 60 et 99 jours, et 300 € pour une utilisation d'au moins 100 jours. Je me permets de préciser que l'UNSA Fonction publique revendique une augmentation du montant du forfait mobilité durable à la hauteur de 800 € annuels, comme pour tous les salariés du secteur privé. Autre question, Luc, qui porte aussi sur le forfait mobilité durable. C'est Mohamed qui la pose. Il exerce dans un hôpital parisien et il demande s'il peut prétendre au forfait mobilité durable si son employeur lui rembourse déjà son pass Navigo. Si son abonnement mensuel est remboursé partiellement par son employeur pour se rendre de son domicile à son lieu d'exercice, il ne peut pas prétendre à cumuler les 2 remboursements. L'employeur refuse de participer 2 fois, le pass Navigo d'un côté ou le vélo selon les jours et les circonstances. Il existe une exception. Si Mohamed utilise 2 moyens de transport différents pour faire ce trajet. Par exemple, s'il part de chez lui en vélo pour se rendre à une gare RER, puis il utilise le train pour gagner Paris et le métro ou le bus pour atteindre son lieu de travail, il pourra alors demander le forfait mobilité durable. Je l'invite à consulter notre article sur le site de l'UNSA Fonction publique pour connaître les subtilités du forfait mobilité durable. Merci Luc de ces réponses et de ces différentes informations et bonne fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à vous tous. Je termine ce podcast en appelant tous nos auditeurs à signer la pétition de l'UNSA pour obtenir un congé pour les femmes souffrant d'endométriose. Merci Luc, merci à tous de nous écouter, merci de votre fidélité. Pour nous poser vos questions, vous laissez vos messages vocaux ou écrits sur le site de l'UNSA Fonction publique et Luc Faré y répondra.